Les populations de la région de l'Agnébitiassa peuvent enfin se réjouir du bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchy. 36 milliards de francs CFA, c'est le coût total des travaux lancés hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La Commission africaine de l'aviation civile et l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, réfléchissent à la certification des compagnies aériennes en Afrique. Elles veulent réduire le taux d'accidents d'avion en Afrique. Et Clap Ivoire, le concours international du court-métrage a refermé ses portes hier. Upland, le film de 13 minutes du jeune réalisateur ivoirien Ange-Michel Bia a remporté le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Ajoutons au sommaire de cette édition, la page culture. Notre invitée est une Ivoiro-sénégalaise, Awaba. Elle vient de publier son premier recueil de nouvelles intitulé Afrique d'aujourd'hui. La polygamie, le célibat, la maladie, la drogue sont autant de sujets relatés par l'auteur. Afrique d'aujourd'hui invite le lecteur à un voyage sur le continent et notre invité nous en parlera dans quelques instants. Ce sera dans la page culture. Tout d'abord, rendons-nous dans la région de l'Agnébitiassa où les populations sont en joie. Les travaux de bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchy vont démarrer. Le coup d'envoi a été donné hier par le Premier ministre. Ces travaux, qui vont durer 18 mois, vont coûter 36 milliards de francs CFA. Christelle Menon pour le reportage. Ce coup de pioche abrège 35 ans d'attente dans la région de l'Agnébitiassa. Le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchy désenclavera les sous-préfectures de Rubino et de Séchy. Un tronçon de 66 km, capital pour le développement de cette région mise en berne par manque d'infrastructures routières viables. 300 000 habitants sont concernés. Quand on sait ce que représentent Rubino et Séchy dans l'économie du département d'Agboville, on ne peut qu'être fier et heureux. Cette population a tellement souffert du manque de développement que ce TAC qui vient d'être posé par le gouvernement est un signal fort pour nos populations. C'était une directive du président de la République après sa visite d'État dans la région en mai dernier. Les travaux de bitumage ont été lancés par le Premier ministre ce 4 septembre. Ils coûteront 36 milliards de francs CFA, financés par l'Exim Bank à travers l'ambassade de la République populaire de Chine. Les infrastructures économiques et sociales de base qui se réalisent ça et là constituent un pilier stratégique. La vision du président de la République en matière de développement et de reconstruction post-crise. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on ne répond jamais mieux à une crise économique et sociale qu'en mettant en place les conditions d'un développement durable et structurel. Ce qui passe bien sûr par le renforcement des infrastructures dont les travaux sont par ailleurs également des moyens de relance économique. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, l'a par ailleurs annoncé. C'est Agboville qui entre en chantier avec le lancement du bitumage de cet axe. La ville connaîtra dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de nombreux travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, mais pas seulement. Maintenant, il a eu effectivement la route, mais on n'a pas oublié l'eau potable d'Agboville. Le président de la République, lors du passage, l'a promis et bientôt également, ce chantier, grand chantier va commencer, non seulement pour la ville d'Agboville, ou les principaux chefs-lieux de sous-préfecture de la région. Le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchy s'inscrit dans un programme global. Celui pour le gouvernement de relier tous les départements du territoire par une route bitumée, afin d'améliorer l'accessibilité des sous-préfectures et de soutenir l'économie nationale. Et le Premier ministre s'est aussi rendu dans la région de Gbeke ce matin à Bouaké. Daniel Kablan-Duncan a pris part à la journée d'hommage des populations au président de la République. Les populations de la région de Gbeke sont reconnaissantes au chef de l'État pour toutes les actions de développement initiées en leur faveur. Et en bref, l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, et ses partenaires viennent de tenir une rencontre. Le but, garantir le droit à tous d'avoir un environnement sain. Mais pour cela, il faut actualiser les données pouvant permettre la réalisation des stratégies de développement pour la période 2015-2030 dans le secteur de l'assainissement et du drainage. Nous y reviendrons dans nos éditions.
Les transporteurs sont désormais soumis au respect des charges autorisées par le gabarit de leur véhicule. Les différents acteurs de la route, administration, opérateurs économiques, conducteurs se sont retrouvés ici même à Abidjan pour mieux comprendre les enjeux de cette disposition de l'UEMOA. Explication avec Adama Kone. Depuis le 1er septembre dernier, la mesure de délestage des camions ne respectant pas les charges autorisées est en vigueur dans les pays de l'UEMOA. Le délestage consiste à décharger le surplus de poids des marchandises transportées et à le taxer. Cette mesure est motivée. Il faut que nos routes soient préservées parce que construire une nouvelle route, ça coûte extrêmement cher. Vous savez qu'en moyenne, aujourd'hui, 1 km de route, ça fait 500 millions. Et donc, si nous continuons à ne pas respecter donc, les charges autorisées, c'est la dégradation. Au lieu que nos routes, par exemple, durent 14 ans, c'est moins de 2 ans. Pour les transporteurs, il faut que le règlement 14 de l'UEMOA, source de cette disposition, soit totalement appliqué en dotant les ports de pont bascule. En réponse, l'UEMOA a admis une tolérance de 20% sur le poids autorisé jusqu'au 1er juin 2016. La route, c'est le premier bureau des conducteurs. On n'a pas quand même l'intérêt de dégrader nos routes. Nous allons faire quand même les efforts de sensibiliser nos camarades conducteurs. Aussi, il faut que les chargeurs aussi, ils nous aident. Il faut que l'État aussi, il nous aide. Et le règlement 14 soit respecté entièrement. L'amende à payer s'élève à 20 000 francs CFA par tonne supplémentaire pour les transporteurs non nationaux et à 4 000 francs CFA par tonne supplémentaire pour les opérateurs nationaux. La commission transport du conseil municipal de Yopougon se penche sur les problèmes qui minent le secteur dans la commune, notamment les stationnements anarchiques. Le maire Gilbert Kafana Kone a pris part à cette rencontre et cette rencontre a abouti à l'adoption de plusieurs résolutions pour la fluidité et la sécurité routière à Yopougon. Félix Amani, Abou Sanogo. Décidé à mettre fin aux maux qui minent la fluidité routière à Yopougon, le conseil municipal de cette commune veut interdire les stationnements anarchiques des véhicules le long des voies dans les jours à venir. Lors des travaux en atelier, le conseil a souhaité aménager des espaces pour la construction des gares routières et redéfinir les itinéraires de circulation de Gbaka et Waro. Ce séminaire a par ailleurs dénoncé le désordre et la violence des chauffeurs et coxers afin de trouver des solutions pour une fluidité et la sécurité routière efficace dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Je voudrais donc m'assurer, être sûr de m'assurer que au sortir de cet atelier, vous allez pouvoir déceler les mots qui minent la fluidité routière dans notre commune. Et, bien entendu, de proposer des solutions à apporter pour permettre à chaque habitant de cette commune d'aller et venir dans la quiétude et dans les meilleures conditions. Premier du genre à Yopougon, ce séminaire de réflexion permettra de mieux organiser le secteur du transport dans cette commune. La Commission africaine de l'aviation civile et l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, réfléchissent à la certification des compagnies aériennes en Afrique. Elles veulent réduire le taux d'accidents d'avions en Afrique. Les inspecteurs et les agents des compagnies aériennes ont donc été instruits sur les outils modernes de gestion afin d'assurer la sécurité des passagers, nous explique Herman Niamien. 5 jours de formation sanctionnés par des parchemins. Ces participants au séminaire sur la certification des compagnies aériennes africaines venus d'une dizaine de pays d'Afrique sont bien outillés pour remplir leur mission. Si vraiment on arrive à appliquer ce qu'on a appris ici, je pense qu'on peut relever certains écarts. Sinon, le plus grand nombre d'écarts qui nous ont été reprochés. Ce séminaire initié par la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC a pour objectif de crédibiliser davantage les compagnies aériennes africaines taxées de peu fiables par les Occidentaux. L'accord d'Abuja de 2012 a par exemple décidé d'aider tous les États africains à développer les systèmes, donc nous les accompagnons. C'est notre responsabilité au sein de l'Union africaine. Le cœur de notre métier, c'est de certifier des compagnies, c'est-à-dire s'assurer que ces compagnies respectent toutes les normes de l'OACI et de telle sorte à éviter les éventuels accidents d'avion. Une compagnie qui est mal certifiée a des risques d'accident.
Ce séminaire a été rendu possible grâce à un partenariat entre la CAFAC et l'Académie de l'aviation de Singapour qui a dépêché un de ses experts mondialement reconnus pour cette formation. Toute compagnie aérienne, avant d'opérer, doit obtenir un certificat d'opérabilité. Et c'est sur ces cours-là, nous avons formé nos participants pour que toutes ces compagnies puissent respecter les exigences dans ce sens-là. Le secteur africain de l'aviation a enregistré une amélioration de ses performances de sécurité grâce aux formations initiées par la CAFAC. En 2014, l'Afrique a enregistré un taux d'accident de 2 par million de départs contre un taux de 4,55 pour 1 million en 2012. Essi Amara, candidat déclaré à la présidentielle du 25 octobre prochain, appelle à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Il a lancé cet appel au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Michel Digré. Chers amis, nous devons faire en sorte que cette élection soit pour la Côte d'Ivoire un tremplin pour affermir le socle social et redynamiser le développement économique et non pas notre plongeard dans les abîmes de la division et du déclin. Ce sont en ces termes que Essi Amara, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre, a planté le décor de 2 heures de débat avec la presse. Pour lui et la communauté internationale a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Et le pays ne doit pas sombrer dans la violence comme en 2011. Candidat à la présidence de la République sur un programme fédérateur et à mon nom propre, je m'inscris dans un schéma électoral, même si les conditions actuelles, cela peut apparaître comme un chemin de paradoxe. Les conditions décriées par Essi Amara sont entre autres la composition de la commission électorale indépendante et celle du Conseil constitutionnel. Il a par ailleurs souhaité que pour ces élections de 2015, toutes les dispositions de la Constitution soient appliquées. La mutuelle des jeunes de Kofi Akakro, c'est dans le département des Pricro. Cette mutuelle soutient le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. La mutuelle qui vient d'organiser une journée d'hommage au président Alassane Ouattara invite les populations à sortir massivement pour voter ce 25 octobre. Herman Niamia. Remercier le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement à Kofi Akakro dans le département des Pricro. C'est ce qui a motivé la rencontre entre les jeunes de la dite localité réunis au sein de la mutuelle des jeunes de Kofi Akakro. Isaac Adi, 3e vice-président du conseil régional de l'IFU, a profité de cette journée d'hommage pour exhorter les jeunes à l'abnégation au travail, gage d'un développement durable. Il a aussi appelé ses parents à la sauvegarde des infrastructures réalisées par le conseil régional de l'IFU à l'occasion de la visite d'État effectuée par le président de la République en septembre 2014. Quant à la promesse faite par le chef de l'État en l'occurrence, le bitumage de l'axe Ouélé-Pricro, Isaac Adi a assuré à ses parents que des dispositions ont été prises pour que ce projet se concrétise dans les mois à venir. Les secrétaires ou assistants de direction sont en formation. Secrétariat et leadership, levier de performance professionnelle, c'est le thème de cette première édition du renforcement des capacités. On en sait plus avec Moussa Konaté. Les secrétaires ou assistantes de direction doivent contribuer au développement de leur entreprise. Pour qu'elles puissent mieux jouer ce rôle, une formation est initiée. Objectif, leur permettre d'actualiser leurs connaissances et améliorer leurs performances afin de répondre aux nouvelles exigences dans les administrations. Donc, je demandais aux secrétaires de se mettre au niveau de l'ère du numérique, d'améliorer l'environnement de travail. Je leur ai demandé de beaucoup lire. Quand vous avez des belles phrases, un langage soutenu, des documents sans faute, bien présentés, un partenaire qui reçoit un document comme ça, il est prêt à continuer le partenariat. Les secrétaires occupent une place importante au sein d'une organisation. Les participantes à cette formation expriment leur satisfaction. Il faut toujours un recyclage. On évolue, le monde évolue. Donc il faut être à la page. Il y a des nouvelles techniques qu'il faut adapter. Au sortir de ce séminaire, je pense que je pourrais apporter un plus à mon secrétariat, en ce sens que j'essaierai d'occuper mon espace comme il se doit. J'ai aimé le thème, la prise en charge du visiteur. La prise en charge du visiteur, elle nous l'a dit, c'est depuis la réception du visiteur, depuis le moment où il arrive dans nos bureaux, jusqu'à ce qu'il part de l'entreprise. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la matinale secrétariale,
Une tribune d'échange et de partage d'expériences dédiée aux secrétaires. Le thème retenu pour cette première édition est « Secrétariat et leadership, levier de performance professionnelle ». La prochaine édition est prévue pour fin novembre 2015. La Fondation Béni International vient d'offrir des bourses d'études à des étudiants ivoiriens. À ce jour, la Fondation a octroyé 400 bourses d'études aux étudiants de Côte d'Ivoire. Le reportage de Doua Delazer. Depuis sa création en 1996, la Fondation Béni International contribue activement à la promotion de l'excellence et à la formation d'une ressource humaine de qualité et compétitive sur le marché de l'emploi. À travers la cérémonie de l'excellence Award organisée chaque année, plus de 400 bourses d'études ont été octroyées aux meilleurs étudiants ivoiriens pour poursuivre leur formation dans les grandes écoles et universités du monde. En 2015, ils sont au nombre de 14 étudiants à en bénéficier. Et de plus en plus, il n'y a pas de bourse. Et pour nous, c'est la façon d'apporter notre concours à la création d'hommes de qualité pour bâtir notre pays. C'est le renforcement des capacités pour donner l'occasion aux entreprises de disposer d'hommes et de femmes capables de les faire avancer. Les lauréats heureux ne cachent pas leur joie. C'est une très grande aide parce que les frais de scolarité dans ces grandes écoles sont souvent élevés. Et avec cette bourse, on pourra se concentrer plus sur les études et moins se préoccuper des aspects financiers. Donc nous sommes très heureux. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis pour la formation de 400 jeunes Ivoiriens par la Fondation Béni International qui va célébrer son 20e anniversaire du 6 au 11 juin 2016. Bienvenue dans la page culture. Commençons par la 15e édition de Clap Ivoire, le concours international du court-métrage qui a refermé ses portes hier. Clap Ivoire met en compétition les jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. Et pour cette édition 2015, c'est Upland, le film de 13 minutes du jeune réalisateur ivoirien Ange-Michel Bia qui a remporté le Grand Prix Kodjo et Bouclé, Guillaume Zéré, Herman Niamien. Clap Ivoire 2015, c'est fini. Et pour cette 15e édition du Festival international du court-métrage, c'est le jeune réalisateur ivoirien Ange-Michel Bia qui remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé avec Upland, film hommage à la Côte d'Ivoire, terre d'accueil. Nous avons nos histoires nous-mêmes et j'exhorte tous les jeunes réalisateurs africains de nous faire rêver aussi, de faire rêver l'Occident avec nos réalités d'ici. Ça a été un festival réussi. D'abord par la qualité des films qui ont été projetés, tant au niveau du son qu'au niveau de la lumière, qu'au niveau des scénarios. Vraiment, il y a eu un bon qualitatif. Cinéma et cohésion sociale, c'est le thème de cette édition pour mettre le 7e art au service de la paix sociale et de l'intégration africaine. 9 prix ont été au total décernés. De 2 millions de francs, le prix Kodjo et Bouclé est passé à 5 millions de francs CFA. Tandis que les deux autres dotés des prix UEMOA sont passés d'1 million à 3 millions de francs CFA. Nous les appelons jeunes réalisateurs parce qu'ils sont à leur début. C'est de faire de ces jeunes des réalisateurs, des professionnels. Et les résultats sont assez éloquents. Les directeurs des cinémas de l'espace UEMOA ont arrêté des résolutions pour dynamiser le cinéma ouest-africain. Ils veulent par exemple que la théorie soit liée à la pratique dans les écoles. Le prix UEMOA du meilleur documentaire est revenu. À perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Quand Saga, un film sénégalais, enlevait le prix UEMOA de la meilleure fiction. Le vendredi 11 septembre prochain, Diallo Tikwayi Vincent et sa troupe théâtrale se produisent à l'Institut français. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre des 30 années de carrière du comédien. Comment l'artiste prépare ce rendez-vous? Voyons cela avec Serge Koléa. C'est ici au CNTO, le Centre national des traditions orales du Cocody, que nous avons surpris Diallo Tikwayi Vincent. Des relations invraisemblablement coupables. Mon petit Boukiri, je t'invite à faire comme moi, à faire comme vous, je ne vous comprends pas. Oui, à faire comme moi, ne jamais prêter l'oreille à tout ce que les uns et les autres ont plaisir à raconter sur toi et sur ta vie. Le comédien répète la pièce Salpêtrin. C'est un spectacle qu'il va offrir au public à l'occasion de ses 30 ans de carrière.
Un riche parcours que Diallo Tikwayi Vincent feuillette avec beaucoup d'émotion. Je vais donner le spectacle de ma vie. Le spectacle de ma vie, c'est quoi? C'est celui qui contribuera à dire merci à tous ces Ivoiriens qui m'ont supporté, qui m'ont poussé à aimer ces métiers. Ce métier m'a fait découvrir le monde entier. Aux côtés de Diallo Tikwayi Vincent pour jouer Salpêtrin, Adjik Bessi, chef de file de la nouvelle génération. Je connais un peu le parcours plus ou moins parce que nous étions tous petits et pour moi, M. Diallo Tikwayi Vincent, c'est vraiment un honneur d'avoir à partager une scène avec lui. Et en même temps, un honneur, mais une sorte de flambeau qui passe à cette nouvelle génération qui en veut. La fête des 30 ans de carrière de Diallo Tikwayi Vincent va se dérouler en plusieurs étapes. L'acte 1 aura lieu le vendredi 11 septembre prochain à l'Institut français d'Abidjan, ex-centre culturel français. Oui, monsieur Soukri. Et notez en bref que la 8e édition du Festival des Grillades a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture. Restaurateurs et amateurs des grillades se sont donné rendez-vous au Palais de la Culture, transformé en un restaurant géant pour la circonstance. Serge Kolia y reviendra dans nos éditions. Afrique d'aujourd'hui est le premier recueil de nouvelles d'Awaba. C'est un recueil qui nous invite à parcourir plusieurs pays africains, à nous imprégner surtout des valeurs, coutumes et mentalités africaines. La polygamie, le célibat, le maraboutage, la maladie, la drogue. Autant de sujets relatés dans un langage courant avec un brin d'humour par l'auteur Awaba, notre invité de la page culture. Bonsoir Awaba. Bonsoir Marie-Laure. Alors, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à la RTI aussi qui fait la promotion de jeunes auteurs. Afrique d'aujourd'hui. Une remarque, vous aimez les jeux de mots? J'ai remarqué cela. Effectivement, Afrique d'aujourd'hui, c'est un jeu de mots. C'est parce que c'est un ensemble de nouvelles qui traitent des affres et des hic de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, on traverse, comme vous l'avez dit, différents pays africains. Et la particularité, c'est que dans chaque pays où se déroule une nouvelle, on utilise le langage de ce pays. Par exemple, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y a quelques mots en Ouchi. Lorsqu'on est au Cameroun, il y a un peu le langage parlé par les Camerounais. Pareil aussi au Togo, au Niger, dans les 20 pays. Effectivement, voilà. Alors, quand vous parlez d'Afrique et hic d'aujourd'hui, ou Afrique d'aujourd'hui, j'ai envie de le dire. Afrique d'aujourd'hui, oui. Afrique d'aujourd'hui. Alors, pourquoi n'avez-vous pas développé des thèmes comme la guerre, la politique, le népotisme? C'est vraiment un parti pris. Parle d'Afrique. Oui, effectivement, c'est un parti pris parce que je n'ai pas voulu parler ni de négritude, ni de guerre, de politique, de famine, les grands mots de l'Afrique dont tout le monde parle, parce que je pense qu'il y a assez d'ouvrages déjà qui en parlent. Moi, j'avais envie de parler de thèmes de société qui touchent directement et individuellement chaque individu, qui peuvent toucher le voisin, le collègue, l'ami, le frère, la sœur, etc. Et voir en tant qu'Africain comment est-ce qu'on fait face à ces problèmes. Et c'est vraiment les problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui, parce que les problèmes d'avant, il y en a qui sont un peu les mêmes, mais qui ont évolué en fonction des mentalités, en fonction de l'Occident, en fonction du brassage culturel. Et justement, comment les choses ont évolué, on va suivre ce résumé et puis poursuivre l'entretien. D'accord. Petites histoires vraies, selon Awaba, c'est ce qui constitue son recueil de nouvelles intitulé Afrique d'aujourd'hui. Afrique d'aujourd'hui traite du quotidien des Africains, vu non sous un angle macro-social, mais du point de vue de la psychologie de ces derniers. L'œuvre montre une Afrique plurielle et forte avec sa diversité humaine, culturelle, ses défauts et ses qualités. Elle utilise également un jeu de mots, d'où les titres de chaque nouvelle du livre tels que « Mono ou poly, ce n'est pas un gamme »,« Antique, no trouble if communication » ou encore « Qui est pro du chaos ». Dans chacune de ces 21 nouvelles, Awaba traverse un pays africain, adopte le langage propre à ce pays en provoquant une émotion forte avec une touche humoristique. De la folie qui s'est emparée du Togolais Kodjo Adjalé à l'ingratitude manifestée par le Tchadien Mahamat à l'égard de sa femme, en passant par le drame qui a frappé le Sénégalais Doudou et face aux problèmes existentiels subis par la jeune Ivoirienne Ama, elle décrit les maux du continent. Religion, polygamie, infidélité, Internet, VIH-Sida, autant de sujets qui sont développés en 226 pages.
On l'a entendu, Awaba, la particularité dans vos histoires, vous traversez un pays africain, vous essayez de toucher le lecteur, de provoquer une émotion forte, de le marquer. Oui. En fait, ce livre est vraiment un livre pour les affairés. C'est vraiment pour les affairés, c'est pour les personnes qui n'aiment pas lire ou qui n'ont plus le temps de lire, parce que c'est vraiment dans un langage très simple, dans un français accessible à tous. Et puis, ce sont des histoires touchantes, drôles, on pleure, on rit, on provoque forcément une émotion. D'amener le lecteur à lire. Effectivement. Donc, ce sont des histoires aussi qui surprennent parce que les fins sont en général un peu choquantes, en tout cas qui marquent positivement, négativement, mais en tout cas qui marquent. Et des fins qui laissent le lecteur sur sa faim. Parfois. Parfois, c'est voulu parce que pour moi, une nouvelle peut suggérer une fin. Dans tous les cas, toutes les nouvelles suggèrent une fin. Mais ça reste très subtil. C'est la particularité des nouvelles de laisser le lecteur sur sa faim. Oui, c'est une possibilité dans la nouvelle. Des fins tragiques parfois. Parfois tragique, parfois positive, parfois ça dépend vraiment du thème, du contexte. Des je pense on va permettre donc aux téléspectateurs de comprendre ce que nous voulons dire. Mais c'est surtout pour conscientiser aussi les Africains, avec notre pudeur, avec nos valeurs, comment est-ce qu'on réagit face à des problèmes. Donc, c'est surtout ça aussi, les affres et les hic d'aujourd'hui. D'accord. Alors, vos nouvelles nous font parcourir, on a déjà dit, plusieurs pays du continent. Mais Esaïe Biton Coulibaly, qui a préfacé votre recueil, aurait voulu que vous fassiez une peinture de ces pays africains. C'est une critique que vous prenez en compte? Oui, effectivement, c'est une critique que je prends en compte et j'espère pouvoir améliorer cet aspect-là dans la prochaine édition. Sinon, c'est une critique qui revient souvent. D'accord. Alors, on va prendre la première nouvelle. Vous avez votre ouvrage, Un brin de folie. Vous touchez ici la question de la drogue, du chômage, des malades mentaux qui sont cachés par leur famille. Kosiba, était-il un malade mental? C'est Kodjo qui est un jeune Togolais. Et au départ, on ne sait pas que c'est un malade mental. On voit vraiment un jeune qui est au chômage, qui cherche du travail, qui vit encore chez ses parents et qui est en train d'expliquer un peu sa vie, le déroulé de sa vie, ses échecs, et qui entrevoit de l'espoir à travers un entretien d'embauche qu'il va passer. Mais au fur et à mesure qu'il raconte, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait normal. Et à la fin, on est un peu choqué parce qu'il y a sa mère. Bon, je ne sais pas si je dois dire la fin. On ne va pas dire la fin, mais voilà. C'est quand même choquant parce que Kodjo partait pour son entretien d'embauche. Oui. Il sera stoppé net par sa mère. Oui. C'est pour dire en fait que la drogue est un méfait qui prend d'autres aspects. Parfois, c'est des drogues très douces comme les joints, comme des petites drogues que les jeunes utilisent fréquemment. Oui, bon, j'ai dit drogue douce. Pourquoi drogue douce? Est-ce qu'il y a des drogues qui sont douces? Parce qu'en général, lorsqu'on parle de drogue, les gens voient la cocaïne, voient la poudre blanche, alors que parfois, il y a des petites drogues quand même qui peuvent amener à des stades qui sont assez dangereux. Et c'était le cas pour Kodjo? Oui, je pense. Qu'il ne savait même pas qu'il avait des habits déchirés. Bref, on va aller maintenant à la page 113. Je veux mon blanc à tout prix. C'est un phénomène de société encore aujourd'hui, je pense, parce qu'avec l'avènement de l'Internet, beaucoup de jeunes filles cherchent leur blanc, que ce soit sur Internet ou par d'autres moyens. Donc là, c'est vraiment une histoire un peu tragique pour décourager un peu ce genre d'attitude, parce que l'histoire finit tellement mal avec la jeune Guinéenne qui rencontre un blanc, mais un blanc vraiment atypique. Elle va de désillusion en désillusion jusqu'au choc, mais très rapidement. Très rapidement. Et là, c'était sur Internet. Ça, c'est sur Internet. Est-ce que vous dénoncez les sites des rencontres? Non, pas forcément. Je pense que tout dépend de l'intention. C'est une bonne ou mauvaise chose que d'aller sur des sites de rencontres? Tout dépend de l'intention première. C'est sûr que peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment en quête de quelqu'un d'autre, de son âme sœur. Et les sites de rencontres, je pense que c'est un moyen comme un autre. Maintenant, après, tout dépend de l'intention première de la personne. Et puis, je pense que ça marche aussi. Parce que quand on suit la nouvelle, Je veux mon blanc, quand on voit la fin tragique, on a l'impression que notre auteur est en train de décourager. Oui, parce que très facilement, elle se laisse emprisonner dans quelque chose qu'elle ne maîtrise pas.
Étant donné que très vite, sans même connaître la personne, sans même aller dans un endroit où tout le monde a accès, elle va directement dans la maison de la personne, elle est enfermée, voilà. Alors qu'il faut quand même prendre des précautions. On rencontre toutes sortes de personnes sur Internet. Bon, ça reste un fléau de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc c'est surtout pour mettre des garde-fous. On va toucher du doigt une autre situation, Massaran, qui voulait à tout prix faire comme ses amis, qui étaient allés en Italie, qui étaient allés en France. Elle voulait être riche. Oui, c'est la même nouvelle célibatante. C'est la nouvelle de Je veux mon blanc, où justement elle est emprisonnée en fait dans sa volonté d'avoir à tout prix un blanc. Et comme nous parlons des affres de l'Afrique, ce sont aussi des situations à déplorer. Oui, ce sont des situations à déplorer. Je pense, à part ce phénomène-là, je parle d'autres choses, de petits problèmes, puisqu'il y a des hic aussi. Peut-être les affres, c'est un peu trop gros comme mot, mais les hic aussi, comme par exemple le célibat des jeunes filles, comme par exemple, je sais pas, hein, les NTIC qui parfois rapprochent, mais créent aussi des problèmes dans les relations de couple. Donc il y a ces petits problèmes et ces grands problèmes que je mets côte à côte, qui sont vécus au quotidien par tout le monde. Donc chacun peut se sentir concerné et puis essayer de se projeter en se disant si effectivement j'avais ce problème dans ma vie, qu'est-ce que je ferais? C'est comme le cas aussi de la nouvelle avec le sida, où c'est un couple qui vit rester positif. Voilà, qui va rester positif. Alors quand on lit le titre, ça n'a rien à voir. Hein. On se fait déjà une idée quand on n'a pas encore lu la nouvelle. Rester positif, on dirait qu'il faut être optimiste. Oui, je pense que c'est un message d'espoir aussi, parce que c'est vrai que le sida, c'est la maladie du siècle, mais il faut rester optimiste et dire que malgré tout, les gens vivent avec. Une relation de couple peut sûrement se faire, malgré ce problème. Donc, c'est une page ouverte à l'optimisme pour ceux qui l'ont et qui vivent ce genre de difficultés. On pourrait terminer par la pomme d'Ama. Oui, c'est la sexualité des jeunes. La sexualité des jeunes qui, aujourd'hui, de plus en plus tôt, peuvent virer à la dépravation des mœurs. Donc, c'est un peu un garde-fou aussi pour que les parents aussi puissent se rendre compte que de plus en plus tôt, les jeunes vont vers la sexualité. C'est de pouvoir les encadrer pour ne pas qu'il y ait des dérives et des risques qui ne soient pas... On va s'attarder un peu sur Ama. Oui. Est-ce qu'elle a goûté aux fruits défendus? Alors, c'est très suggéré cette fin. Suivant l'auteur, l'auteur dit qu'elle n'a pas goûté aux fruits défendus. Même si autour, tout semble la condamner, elle n'a pas goûté aux fruits défendus, malgré toutes les tentations, la pression des jeunes, de son entourage et tout ça. Et là, vous pointez du doigt également la pression, la société qui fait une pression terrible sur les adolescents. La société fait pression sur tout le monde, que ce soit les jeunes, que ce soit la femme qui est dans son couple, que ce soit l'homme qui travaille, à qui on dit « va te marier ». Donc, la société, c'est forcément une forme de pression. Maintenant, après, il faut vraiment essayer de faire la part des choses et puis de voir ses priorités, comment être heureux soi-même sans forcément faire les choix que la société demande de faire. Comme par exemple, la jeune fille, idée de génie pour trouver l'âme sœur. C'est une jeune fille qui est célibataire. Et c'est sa mère qui l'entraîne dans du maraboutage pour pouvoir trouver l'âme sœur et qui lui fait faire des sacrifices, des choses qui normalement elle n'aurait jamais fait si elle n'était pas désespérée et avec cette pression-là. Donc après, chacun est libre, comme on dit, chacun a son libre arbitre de faire ses choix et puis d'être heureux. Et parlant de choix, carrefour de la vie. Carrefour de la vie. Choix carrefour de la vie. Va payer. Oui, ça c'est vraiment au carrefour de la vie, c'est-à-dire on est parfois entre plusieurs choix. Mais comment choisir? Parfois, c'est pour rendre service. On se met dans des situations beaucoup plus compliquées. Donc, ça peut être anodin et la vie bascule parce qu'on a voulu rendre service et finalement, ça nous dessert. Donc, et ça vous, aussi, c'est... Qu'est-ce que vous laissez comme message à vos lecteurs pour terminer? J'invite les spectateurs à faire ce voyage dans mon Afrique d'aujourd'hui. Et puis à ceux qui ont déjà lu l'œuvre, c'est que je leur promets une prochaine œuvre très bientôt. J'espère, si Dieu le veut, d'ici la fin de l'année, sinon le premier trimestre de l'année prochaine. Avec de bonnes fins, si vous me permettez l'expression. Je vais essayer. Alors, Awa Ba, vous avez été mannequin. Pourquoi avez-vous arrêté de défiler? Bon, pour plusieurs raisons. Ça m'a servi d'être mannequin puisque j'ai pu voyager et puis j'ai réussi à faire cette œuvre avec plusieurs pays où je mets en avant un peu les langages des différents pays.
Mais j'ai arrêté surtout pour des obligations professionnelles, pour des obligations familiales. Et c'est une expérience en tout cas que je ne regrette pas. Voilà. On va terminer, alors là, cette fois-ci totalement avec Esaïe Bitton qui a préfacé votre recueil. Il dit ceci: Awa Ba est une femme. Il n'est donc pas surprenant que son recueil aborde le thème de la femme et de l'amour. Oui. Un commentaire rapidement pour terminer. Je trouve que les relations hommes-femmes... Est-ce que vous êtes une femme que vous allez... Non, je ne pense pas que ce soit forcément parce que je suis une femme. Je pense que lui-même, il parle d'abord de la femme, du pouvoir, et je pense qu'il y a un autre thème de prédilection autour desquels il tourne. Mais disons que ce sont des choses qui me touchent directement. Ce sont les relations hommes-femmes. J'aime beaucoup parler de tout ce qui touche individuellement aux gens. Voilà. C'est surtout ça. Merci beaucoup, Awa Ba. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. C'est la fin de ce journal supervisé par Lassine Fofana et réalisé par Kane Bakari Korobogo et Mariette Alangba. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.